Alors, bonjour à tous et bienvenue à cette conférence en ligne de la TUC. C'est la dernière de cette année et d'autres présentations seront annoncées bientôt pour le début de l'année prochaine. Alors aujourd'hui, je vous présente encore une fois un conférencier fort intéressant qui abordera un sujet d'actualité d'une importance capitale pour le bon fonctionnement des organisations publiques, comme les sociétés de transport, les municipalités, les hôpitaux, entre autres. La présentation de M. Lapointe durera une vingtaine de minutes. Une période de questions suivra comme à l'habitude. Donc, vous pouvez écrire votre question au bas de la page de l'écran Zoom, sous le Q&A, et j'en ferai la lecture à M. Lapointe, que je vous présente sans plus tarder. Alors, Sébastien Lapointe est chef de l'architecture et de la sécurité de l'information à la STM. Et grâce aux investissements importants de la STM en matière de protection informatique depuis les 6 dernières années, la société a pu, en 4 heures, détecter et isoler ces systèmes et remettre en fonction en 2 semaines les 600 serveurs critiques touchés par une cyberattaque sur un total de 1600. Alors, pour en connaître davantage au sujet de la préparation et de la relève rapide des suites de la cyberattaque vécue par la STM, je cède la parole à M. Lapointe. Bonjour tout le monde, plaisir d'être avec vous ce matin. Comme l'a si bien mentionné Valérie, oui, dit comme ça me fait sourire parce que c'est un beau succès qu'on a eu suite à cet événement malencontreux. On a réussi à s'en sortir, mais c'est pas sans effort et sans planification. Donc, c'est un peu ça que je vais vous présenter aujourd'hui. Comment on a réussi à se sortir avec brio d'une attaque aussi importante, là. Donc, les éléments, on va survoler quand même à un certain niveau là, les éléments importants, les éléments clés de l'attaque, et puis peut-être les contrôles ou les choses qu'on avait en place qui nous ont aidés le plus, et les petites leçons apprises là, suite à l'attaque, parce qu'évidemment, on n'avait pas prévu l'attaque de A à Z, et puis tout se passe pas toujours comme planifié. Donc, je vous invite à embarquer avec moi dans ce petit récit là, sur notre retour d'expérience sur notre attaque à la STM. Donc, tout d'abord, juste pour qu'on soit un peu sur la même longueur d'onde, là, moi, je suis un expert en informatique de profession, mais je veux pas rentrer nécessairement dans un détail technique trop détaillé. Donc, je vais vous parler un peu c'est quoi une attaque de rançon logiciel pour qu'on comprenne c'est quoi le modus operandi. Dans le fond, là, les sources d'une attaque de rançon logiciel, pourquoi il y a des gens qui font ça? Bien évidemment, c'est qu'au bout de la ligne, il y a tout l'aspect pécunier, là, donc il y a des montants importants là, qui ressortent des attaques informatiques. Donc, c'est payant en autres mots et c'est rendu très, mais très, très organisé. Donc, là où il y a de l'argent à faire, bien, il y a des organisations malveillantes comme le crime organisé et les acteurs étatiques qu'on appelle, donc des pays là, qui sont souvent les pays fortement sanctionnés, là, comme pour ne pas les nommer, là, la Corée du Nord, l'Iran, la Russie. On se rend compte que les attaques proviennent souvent de là. Dans notre cas, c'était une attaque plus par du crime organisé. Les attaques de crime organisé sont assez sophistiquées, mais sont beaucoup moins dangereuses qu'une attaque étatique. Les États là, qui font la prolifération des attaques, normalement, sont très bien organisés. Donc, si on est victime d'une attaque étatique, là, c'est très difficile de se protéger. On peut juste gérer les impacts pour les minimiser. Donc, dans notre cas, ça venait du crime organisé. On a une soupçon que ça venait d'Europe de l'Est quelque part avec les indices qu'on a trouvés dans notre enquête. Ça passe principalement par des pièces jointes à des courriels. Ça pourrait être aussi via une clé USB ou en naviguant sur un site malveillant, mais dans 90% des cas, là, ça vient d'un courriel. Puis souvent, c'est même pas ciblé à votre organisation. Dans notre cas, nous, c'est un employé qui a reçu un courriel sur son adresse personnelle Gmail, pour ne pas la nommer, et qui a ouvert le courriel alors qu'il était sur son poste de la STM. Donc, une fois qu'il a ouvert le courriel est en provenance venait de chez un concessionnaire automobile avec qui il avait une relation d'affaires. Donc, ça l'a facilité un peu l'attaque puisqu'il pensait que c'était un courriel légitime et il a ouvert la pièce jointe malicieuse. Je vais vous donner un peu le détail du déroulement par la suite.
Donc, une fois que la pièce malicieuse est ouverte, il se passe plein de choses techniques en arrière-plan. Et puis, l'objectif du rançongiciel, c'est d'aller encrypter. Donc, si on veut cadenasser les données pour créer un dysfonctionnement important, puis en fait, vous prendre en otage et exiger une rançon pour récupérer vos données. C'est sûr que les premières émergences des attaques de rançongiciel qu'on a vues avaient peu d'impact puisque ça verrouillait le poste de travail de quelqu'un chez lui ou d'un employé. Mais ça ne se rendait pas systématiquement jusque sur le réseau ou les systèmes critiques informatiques. Donc, ça fonctionnait, mais on allait chercher des rançons là, dans des centaines de dollars versus aujourd'hui, on est capable, là, avec la sophistication de ces attaques-là, là, ça va encrypter là, tout ce qui peut être les serveurs, les systèmes informatiques sur Internet, comme les applications web, etc. Donc, vous pouvez imaginer là, les impacts que ça peut occasionner à certaines organisations là, qui dépendent de systèmes informatiques pour livrer leurs services. Donc, en gros, on verrouille les données, crée un dysfonctionnement et on exige une rançon qui est souvent en Bitcoin puisqu'on essaye d'anonymiser toute la trace de l'attaque pour ne pas se faire prendre. Et puis, évidemment, ces attaques-là se perfectionnent avec le temps et se raffinent très, très rapidement. Donc, c'est de là le défi d'être capable, nous, de se protéger et puis de s'adapter à ces attaques-là. On est toujours un petit peu en arrière là, des attaques et beaucoup réactifs et non pas très proactifs. Donc, je vous résume un peu les événements de l'attaque qui s'est perpétuée chez nous. Le 19 octobre, dans le fond, on a découvert à peu près vers midi qu'il y avait une attaque qui était en cours. Avec l'enquête, on a su que c'était une attaque de type Defray. Ce qu'il faut savoir, c'est que les rançongiciels, souvent, sont associés à comme je vous disais tout à l'heure, à des groupes organisés qui portent un nom. Puis on va donner le nom de ce groupe-là au rançongiciel. Puisque les rançongiciels ne sont pas tous uniques, ils sont très différents. Il y en a. On peut aller là, sur les réseaux Internet obscurs, là, ce qu'on appelle le dark web, puis s'acheter on peut acheter tout le package de logiciels pour créer une attaque. Donc, ça existe, ça se vend. Il y a un marché pour ça, malheureusement. Comme je vous disais tout à l'heure, nous, l'employé a reçu le courriel sur son Gmail. Puis, lorsqu'il l'a ouvert, eh bien, il y avait un fichier zip, donc un fichier compressé avec un mot de passe. Ce que ça fait, ça, c'est que nous, on a des outils normalement. S'il avait ouvert son courriel à travers notre courriel d'entreprise, nous, on ne l'aurait pas laissé passer. On n'autorise pas là, des fichiers zippés avec un mot de passe, puisque nos outils ne sont pas capables de vérifier est-ce qu'il y a quelque chose de malveillant là, dans la pièce attachée. Donc, dans ce cas-ci, ça l'a outrepassé notre première mesure de protection de courriel, étant donné qu'on donnait accès au courriel Gmail, Hotmail, etc. à nos employés sur le poste de l'organisation. Donc, la deuxième chose, une fois qu'il y a le mot de passe pour décrypter le fichier qui avait un mot de passe, était dans le courriel. Donc, la personne a juste entré le mot de passe et pour découvrir un fichier Word. Il a ouvert le fichier Word, croyant que ça provenait de son concessionnaire automobile, évidemment. Et le fichier Word avait ce qu'on appelle une macro. Donc, puis normalement, lorsqu'on ouvre un fichier Word avec une macro, on va avoir un avertissement qui va nous dire que les macros peuvent contenir des choses malicieuses et peuvent avoir affecté votre ordinateur. Donc, êtes-vous certain de vouloir l'ouvrir? Et la personne l'a ouvert parce que, encore une fois, elle croyait que ça provenait d'une source légitime, son concessionnaire automobile. Et c'est là que tout le mécanisme s'enclenche. Donc, le fichier Word avec la macro, lui, ce qu'il fait, c'est qu'une fois qu'il a été activé, il va aller se brancher sur Internet. Puis tout ça se passe en arrière-plan. L'utilisateur ne le voit pas. Et ça va télécharger là, tout le virus, si on veut, là, pour commencer à s'exécuter. Donc, la première chose que ça l'a fait, c'est aller le virus a regardé, où je me suis-tu présentement? OK, je suis sur un poste de travail, probablement de la STM, et j'ai accès à
quelles ressources sur le réseau. Donc, lui, il va essayer de se promener pour faire de la reconnaissance, pour comprendre où il est présentement. Donc, est-ce que je suis dans une petite organisation avec des serveurs? Puis, il va essayer d'aller escalader ses privilèges. Donc, être capable de faire le maximum de dommages donc en reconnaissance. Et nous, dans l'espace d'une fenêtre de 4 heures, eh bien, on a commencé à avoir des alertes parce qu'on a des systèmes de reconnaissance, là, un peu comme on va protéger une bâtisse avec des systèmes d'alarme, mais là, nous, on a des systèmes de reconnaissance qui ont vu qu'il y a des choses qui se passaient qui étaient anormales, mais l'attaque était tellement sophistiquée, puis ça s'est passé tellement rapidement que par le temps qu'on commence à réagir, on avait déjà des serveurs qui étaient encryptés, donc verrouillés, et qui ne fonctionnaient plus. Donc, on a déjà commencé à percevoir là, des impacts négatifs. Et dans l'espace de 4 heures, on avait 1000 de nos 1600 serveurs qui étaient déjà dysfonctionnels. On a alors donc mis en place une cellule de crise informatique, donc les processus de gestion de panne informatique, mais on a aussi en parallèle mis en place la cellule de crise, on l'appelle nous l'UCMU, donc c'est l'unité de coordination des mesures d'urgence avec les directeurs d'à peu près tous les secteurs de la STM. Là. Donc ça, c'est notre cellule qui travaille avec les policiers, etc. Là, donc, on était déjà prêts là, dans l'après-midi à répondre et à coordonner l'événement. On a mis en place un plan de réponse parce qu'évidemment, ce sont des choses qu'on connaît déjà. Donc, nous, on avait ce qu'on appelle un playbook pour du rançongiciel. Donc, si on se fait attaquer par un rançongiciel, qu'est-ce qu'on fait? Les grandes étapes, en fait, c'est 3 étapes. La première, c'est de circonscrire parce qu'on veut s'assurer de minimiser l'ampleur et puis l'étalement de cette attaque-là à travers nos systèmes informatiques. On a aussi communiqué avec des experts pour nous aider à faire l'enquête. Donc, parce que lorsqu'on on circonscrit, on veut s'assurer que l'attaquant aussi, avant de commencer à remonter nos systèmes, que l'attaquant n'est pas toujours présent dans nos systèmes. Parce que là, sinon, on va tomber dans une roue perpétuelle où on essaie de remonter, mais on se fait attaquer de nouveau pour encrypter nos serveurs au fur et à mesure qu'on remonte. Donc, c'est très contre-productif. Stabiliser, la partie stabiliser stabiliser et recouvrir, ça peut être fait en partie en parallèle qu'on fait l'enquête, mais la circonscription là, est tout à fait clé. S'assurer qu'on a bien détecté tout ce que l'attaque faisait et puis qu'on l'a cerné et qu'on l'a isolé. Je vais vous en parler un petit peu plus en détail là, tantôt. C'est quoi là, les mesures clés là, pour être capable de circonscrire rapidement et minimiser là, les impacts pour vos organisations. On a découvert en soirée là, un fichier ou une note, si on veut, là, qui a été laissée par l'attaquant. Parce que là, oui, on voyait que nos serveurs se faisaient encrypter. On a compris rapidement qu'il s'agissait d'un rançongiciel. Mais normalement, dans le modus operandi, il y a une note. La personne va nous dire qu'est-ce qu'elle s'attend de nous, combien elle veut pour nous donner les clés pour récupérer nos données. Et on a finalement trouvé ce fichier-là seulement qu'en soirée, donc ça nous inquiétait de ne pas l'avoir parce que là, tu étais un peu dans... Tu t'imagines toutes sortes de choses, qui t'a attaqué, puis qu'est-ce qui se passe. Donc, une fois cette note-là retrouvée, elle était un peu atypique parce qu'il n'y avait pas de... La personne ne nous disait pas combien elle voulait en rançon pour débloquer nos données. Elle nous donnait seulement qu'une adresse courriel pour le rejoindre et nous disait qu'elle voulait avoir quelqu'un en autorité chez nous qui la contacte, quelqu'un qui est capable de prendre des décisions. Donc ça, c'est tout ça dans un seul et même après-midi et fin de journée. Et par la suite des choses, les autres grandes activités de communication qu'on a faites là, qui sont importantes, eh bien évidemment, on a avisé le SPVM, la police de Montréal, puisqu'il s'agit là d'un crime. Et on a fait le lien aussi avec la GRC, puisque la GRC, eux, font la corrélation. Ils peuvent faire une corrélation avec d'autres attaques qui sont déjà passées, puis ils peuvent être d'une aide importante, là, nous dire, ça, on l'a vu ailleurs, là, des traces d'une attaque semblable. Vous pouvez vous attendre à ce que le pirate ne paiera pas ou est pas de bonne foi. Donc, ça nous donne des indices à savoir dans quelle direction mettre nos efforts pour travailler. On a informé notre assureur, je vais vous en parler tout à l'heure, mais on avait, nous, dans notre organisation, on avait une police d'assurance, donc un produit d'assurance qui nous couvrait en cas de cyberattaque. On a identifié ce qu'on appelle le patient zéro, là, un peu comme dans une pandémie de virus là, physique, si on veut. Il y a toujours un patient zéro. C'est important de le trouver parce que c'est à partir de lui que l'attaque a débuté.
puis c'est de lui qu'on part pour voir où l'attaque s'est propagée là, dans le réseau pour être capable de bien saisir là, son ampleur. Et on a informé évidemment là, nos nombreux fournisseurs et partenaires qui avaient des inquiétudes. Puis là, ils se demandaient, bien là, STM, est-ce que je peux continuer à recevoir des courriels de toi ou si tu peux m'infecter? Est-ce que ça peut avoir affecté mes opérations? Là, tout le monde est un peu sur le qui-vive puis est un peu inquiet et avec raison. Pourquoi on était capable de circonscrire nos impacts, les impacts de façon où on a eu de la performance, pas de la performance, mais on a minimisé quand même à un certain niveau les impacts. C'est que dans notre gestion de risque, on avait déjà identifié sont où nos joyaux de la couronne, comme on dit. Là. Donc, c'est quoi les processus d'affaires les plus critiques chez nous, puis qu'on ne veut pas qu'ils tombent? On en a 3. Tu sais, le métro, c'est probablement celui là, où la disponibilité et le dysfonctionnement, on est le plus sensible. On ne veut pas que le métro arrête de fonctionner parce que ça va affecter beaucoup de gens qui ne pourront pas se déplacer. Ça a aussi une incidence sur la circulation routière et puis les services de mesures d'urgence comme la police et les ambulances. Si le métro ne fonctionne pas puis tout le monde est dans la voiture sur les routes, ça peut empêcher là, les gens, là, les services d'urgence de fonctionner. C'est vrai qu'en pandémie, c'est un petit peu moins applicable puisqu'il y a moins de monde sur la route, mais bref, j'y vais en général en temps normal. Les services d'autobus et de transport adapté, je vous dirais, donc ce sont également nos processus d'affaires principaux. Là, donc, on veut s'assurer que ces services-là ne seront pas impactés. Et puis, la vente et VP, là, c'est vente et perception. Donc, tout ce qui est la perception des titres. Ces trois réseaux informatiques-là étaient isolés de notre réseau corporatif dans lequel les gens reçoivent les courriels, etc. Donc, on était chanceux sur ce plan-là. On n'a pas eu ça n'a pas affecté le métro, ni les autobus, et ni la vente et la perception, là, ou du moins un minimum, parce qu'on avait des pratiques où on a isolé ces environnements-là. Une autre bonne raison pourquoi on s'en est bien sorti, c'est qu'à la STM, on a une pratique de gestion de risque. Donc, au niveau de toutes les directions dans l'organisation, on fait ce qu'on appelle du risque d'entreprise. Donc, on a 16 processus macro critiques à la STM. Et puis, à chaque année environ, là, tous les directeurs font un atelier où ils évaluent le risque de l'impact d'un scénario de risque et sa probabilité d'occurrence. Et de là, on fait le tableau que vous voyez là, un genre de heat map. Là. Et puis, les risques qui sont dans la zone qu'on ne veut pas accepter doivent faire l'objet, évidemment, de plans d'action qui sont suivis. Et le risque que vous voyez là encerclé, là, je sais que c'est très petit, là, dans le fond, c'est le risque lié à la cybersécurité là, de tous nos actifs informationnels. Donc, celui-là, depuis que moi je suis en poste, il est dans le rouge. Donc, c'en est un là, pour lequel on suit de façon constante pour s'assurer qu'on est en bonne posture et qu'on a les bonnes mesures pour le gérer. On fait la même chose au TI où on fait une analyse de risque, mais plus spécifique au risque opérationnel technologique. Donc, c'est quoi les dysfonctionnements informatiques qui pourraient arriver, qui auraient des impacts importants sur la livraison des services d'affaires. Et à partir du constat de ces analyses de risque-là, bien évidemment, on met en place des mesures spécifiques, des plans d'investissement pour être capable de se rendre à la posture désirée. Le scénario d'une cyberattaque par rançon logiciel, on le connaissait, on l'avait déjà évalué. On avait même fait un test dans le cadre de nos pratiques de continuité d'affaires. On avait fait une simulation, là, ce qu'on appelle un tabletop. Comment on réagit si jamais on a un rançon logiciel qui arrive chez nous et qui affecte nos opérations. Et suite à ça, on fait un post-mortem pour voir, y a-t-il des choses à corriger dans nos communications, il nous manque-t-il des choses pour bien répondre à un tel incident? Et je vous dirais là, que ce qui a été clé du test qu'on a fait sur le rançon logiciel, c'est qu'on n'avait même pas de positionnement ou de politique à savoir est-ce qu'on paye ou on ne paye pas si jamais on se fait défoncer par un rançon logiciel. Donc, on a amené cette question-là à notre comité d'administration, à notre comité de direction pour se positionner. Évidemment, on leur a fait une recommandation. Nous, on a regardé,
On leur a montré qu'on avait en place quand même des contrôles qui nous donnaient un bon niveau d'assurance qu'en cas de rançon logiciel, on serait capable de récupérer là, à partir de nos copies de sauvegarde. Et donc, on recommandait de ne pas payer, également pour ne pas encourager le crime organisé, parce que plus on paye, bien, plus ça fonctionne, plus il y a de la prolifération de ce modèle d'affaires, si on veut, de rançon logiciel. Ensuite, une autre grande raison pourquoi on s'en est bien sorti, c'est que suite à ces analyses de risque-là, je vous disais, on met en place des moyens, des mesures pour se protéger. Eh bien, nous, on a mis en place en 2016 un programme de sécurité, donc dédié aux investissements en sécurité. C'est important d'avoir un plan comme ça pour pas être en mode réactif. Donc, on veut le prévoir pour être proactif, pour ne pas perdre du temps pendant la crise à déployer des mesures à pu finir parce qu'on ne les a pas prévues. Donc, nous, ce que vous voyez là, c'est un peu une vue holistique parce que malheureusement, en cybersécurité, il y a un vieil adage qui dit que c'est une guerre asymétrique, en ce sens que nous, comme professionnels en cybersécurité ou comme organisation, on doit protéger de toutes les failles et les trous possibles, alors que l'attaquant a juste besoin d'en trouver une ou deux pour lui atteindre son objectif. C'est pour ça qu'on l'a amené comme ça quand on l'a présenté à notre comité décisionnel. On leur a dit c'est un ensemble de projets qui doivent couvrir plusieurs couches pour s'assurer qu'on soit en bonne posture. Donc, sans rentrer dans les détails, mais vous voyez des exemples. Donc, tout ce qui est sur Internet, nos fournisseurs qui se branchent dans nos environnements, s'assurer qu'ils le font de façon sécuritaire et qu'ils ne nous mettent pas à risque. Le périmètre, donc avoir, comme on le disait tantôt, d'avoir des zones qui sont protégées. Là, si on a une zone qui est plus critique, mais s'assurer qu'on l'isole de ce qui est moins critique pour être capable de circonscrire. Les applications puis les systèmes. Je ne sais pas si dans vos organisations, vous faites beaucoup de développement applicatif, mais quand vous développez une application maison, il faut s'assurer qu'elle n'a pas de failles ou de vulnérabilité importante avant de la mettre dans vos opérations. La gestion des accès, c'est un contrôle qui est clé. Là, vous le voyez sûrement là, lorsque vous avez des audits annuels là, des états financiers. C'est toujours quelque chose qui est regardé là, par les auditeurs. Et puis, tout ce qui est là, protéger vos postes de travail, vos serveurs, il faut les mettre à jour pour pas qu'il y ait de failles non plus. Et le plus important, votre première ligne de défense, vos employés. S'assurer que vos employés ont le sens critique pour être capable de détecter ce qui est normal de ce qui ne l'est pas, pour être capable de savoir qui aviser en cas là, de doute. Donc, notre programme de sécurité, c'est 13 projets qui couvrent toutes ces couches-là pour s'assurer qu'on soit une organisation qui est le plus résiliente possible et puis qui priorise ses investissements parce qu'évidemment, comme vous, on n'a pas des investissements infinis là, pour mettre sur la cybersécurité. Je ne rentrerai pas dans les détails de l'attaque, mais j'ai mis ces diapos-là peut-être pour vous aider quand vous allez retourner dans vos organisations, si vous avez des spécialistes en informatique qui comprennent un peu c'est quoi le modus operandi d'une attaque comme ça, là, ça peut vous aider à vous protéger. Donc, nous, comme je vous ai dit, l'attaquant, une fois qu'il a pris possession du premier poste de travail là, de l'employé qui a ouvert le courriel, eh bien, il essaie de se promener dans l'organisation puis trouver des serveurs, escalader ses privilèges pour avoir un compte ce qu'on appelle un compte administrateur qui est capable d'exécuter plus de commandes là, pour être capable de faire le plus de dommages possible. Donc, je ne passerai pas à travers cette diapo-là dans le détail, mais ce qui est à retenir, c'est que dans notre cas, l'attaque était très sophistiquée et ça s'est déroulé à l'intérieur de 4 heures. L'avantage que ça a eu pour nous, c'est qu'on sait que l'attaquant n'était pas présent depuis longtemps dans notre réseau. Ce qui fait que tout ce qui était les copies de sauvegarde du 18 octobre, donc la veille de l'attaque, on sait qu'elles étaient propres, qu'elles ne contenaient pas de rien de malicieux. Donc, une fois qu'on a circonscrit, on pouvait s'appuyer sur ces copies de sauvegarde-là pour retourner à la normale. Séquence de l'attaque, encore une fois, ça c'est plus pour vous, pour apporter à vos gens plus techniques, s'ils veulent regarder un peu, avoir une idée là, de c'est quoi les indicateurs qui pourraient vous permettre de détecter. Est-ce que vous avez chez vous peut-être des traces d'une attaque que vous ne savez pas? Là?
Ça, c'est des indices, des exemples d'indicateurs de compromission aussi. Là, ce sont des artefacts finalement de l'attaque qu'il y a eu à la STM qui pourraient être des indices pour vous dire, ben, oh mon Dieu, si je retrouve ça, moi, dans mes infrastructures, ben, j'ai peut-être une investigation à faire. Il y a peut-être quelque chose qui se passe que je ne sais pas là, qui est anormal. Je vous dirais, on a fait rapidement intervenir une firme pour nous aider dans l'investigation. Donc, on a beau avoir une très bonne équipe en cybersécurité, recouvrer de des pannes, de des attaques comme ça, c'est pas quelque chose qu'on fait, nous, à toutes les semaines. Donc, on s'est penché, là, on s'est retourné vers KPMG qui, eux, ont une petite escouade là, très tactique qui est intervenue pour faire l'enquête avec nous, pour nous appuyer. Cette compagnie-là, en fait, nous était recommandée par notre assureur. Je vous ai parlé tout à l'heure que nous avions une police d'assurance pour nous aider. Donc, notre assureur, eux, ont un contrat avec KPMG pour être capable d'intervenir rapidement puis nous aider à atténuer les impacts parce que pour eux, c'est payant aussi. Là. Si on gère bien la crise, l'impact financier va être moindre et donc ça va leur coûter moins cher à eux autres le remboursement des dommages causés par la panne. Si je vous disais là, dans les principales recommandations que KPMG nous ont faites, là, ils nous ont dit évidemment de rehausser nos antivirus. On avait des antivirus sur les postes, mais pourquoi l'attaque a réussi à ce moment-là? C'est très, très simple. C'est parce qu'un antivirus, c'est un peu comme un détecteur d'alarme. Donc, on peut lui mettre là, un threshold, dire est-ce qu'on veut que tu sois sensible ou moins sensible? Plus tu crains le détecteur, bien, plus il y a des chances qu'il bloque des processus ou des activités qui sont légitimes et donc qui créent un dysfonctionnement là, dans tes opérations. C'est quelque chose qu'on veut peut-être pas. Là. On veut trouver un juste équilibre entre être sécurisé, mais en même temps être capable d'être fonctionnel puis laisser s'opérer là, les activités qui sont légitimes. Donc, nous, on était peut-être plus peureux là, on voulait s'assurer de ne pas avoir de contraintes dans nos opérations. Donc, l'antivirus n'était pas à son plus haut niveau de détection. Une autre des choses importantes, l'isolement puis la virtualisation des environnements. Donc, autant que possible, quand on est capable de le faire, c'est d'être capable d'isoler les environnements qui n'ont pas le même niveau de sensibilité. Ça va donner un grand coup de main là, pour se protéger lorsqu'une attaque va survenir. Et puis, je vous dirais, un autre très important, ben, c'est d'avoir là, des copies de sauvegarde là, qui sont testées. Tester au minimum annuellement là, pour s'assurer que s'il nous arrive une panne, on est capable de recouvrir à partir des données qu'on a en sauvegarde. Puis si vous n'avez pas de sauvegarde, bien là, on est à un autre niveau. Il faut commencer peut-être à penser à avoir des copies de sauvegarde, mais je ne pense pas que c'est nécessairement que c'est le cas chez vous. Donc, je vais vous laisser repartir avec les recommandations de KPMG puis regarder ça à travers vos équipes pour voir s'il y a des choses là-dedans qui vous parlent puis que vous voulez mettre peut-être dans vos plans d'investissement pour les prochaines années. En fait, ça fait pas mal le tour là, le survol des faits saillants de l'attaque qui s'est produite chez nous. Valérie, j'ouvrirai peut-être là, aux questions là, de nos participants. Oui, parfait. Bien, merci beaucoup, M. Lacroix. C'est un cas très intéressant. Bravo à la STM aussi, là, pour la relève aussi rapide. Là. En tout cas, je vois que vous étiez vraiment organisé et que malgré ça, il y a quand même quelqu'un qui a réussi à s'infiltrer. Puis merci pour les recommandations aussi, pour le partage et tout ça. Donc, effectivement, ma première question, ça serait quoi le top 3 des actions à prendre en retournant justement dans vos organisations? On veut que les gens retiennent 3 actions. Oui, tout à fait. S'il y a 3 choses à retenir là, quand vous allez retourner dans vos organisations, la première, bien, c'est de connaître quels sont vos risques. Savez-vous aujourd'hui c'est quoi les processus critiques dans votre organisation? Puis une fois que vous avez identifié ces processus critiques-là, bien, de bien connaître sur quelle technologie ils s'appuient. Donc, c'est quoi les systèmes informatiques qui sont nécessaires au bon fonctionnement de vos processus? Avez-vous un plan B? Si le système informatique tombe, avez-vous un plan manuel pour être capable de recouvrir rapidement? Donc, ça, c'est important. Puis, c'est ce qui va vous permettre aussi de prioriser vos investissements. Parce que
comme on disait tout à l'heure, l'argent ne pousse pas dans les arbres, donc on veut mettre l'argent aux bons endroits. Donc, identifiez vos systèmes critiques qui sont en appui à vos processus d'affaires importants. Le deuxième, c'est d'avoir un plan. Comme je vous ai dit dans la présentation, on ne veut pas être en mode réactif parce que c'est contre-productif. Ça va prendre plus de temps à recouvrir si on n'a pas planifié d'avance. Donc, avoir un plan d'investissement en fonction de vos risques, un plan peut-être sur 3 ans que vous revoyez à chaque 3 ans. Nous, à l'ASTM, on l'a fait sous forme de programme. Donc, ça n'a pas un début puis une fin. C'est toujours en continu pour s'assurer qu'on garde un niveau de posture de risque qui soit adéquat. Testez vos processus, comme j'ai dit tantôt. Je ne peux pas assez insister là-dessus parce que du papier, c'est du papier. Là. Quand tu arrives dans le temps de la crise, il n'y a pas grand monde qui va ressortir un document de 50 pages pour le lire. Là. Donc, tester, c'est la meilleure façon d'apprendre et s'assurer que les processus définis sont adéquats et répondent aux besoins. Et le troisième, en fait, le troisième, c'est tester. Donc, j'ai dit de faire un plan, puis le troisième, c'est de tester ce plan-là et puis faire de la rétroaction, là, donc apporter les mesures en conséquence et communiquer. Tu sais, dans votre organisation, communiquer ces risques-là. Nous, quand je suis arrivé à la STM, la sécurité, c'était une affaire de TI, puis les gens ne voulaient pas en entendre parler parce qu'ils se disaient c'est du TI. Mais lorsqu'on a montré que les risques d'un dysfonctionnement de TI affectaient les processus d'affaires, bien là, ça a suscité de l'intérêt. Puis là, les gens d'affaires étaient plus intéressés à comprendre, qu'est-ce que moi je peux faire pour aider ma cause là-dedans, là, si jamais il y a un dysfonctionnement TI. Puis c'est là que les gens ont commencé à se faire des plans B, et dire, oh mon Dieu, la technologie, elle sera peut-être pas toujours fonctionnelle, donc j'ai-tu un bon plan B? Puis je vous dirais, c'est pas mal ça, les 3 éléments clés à retenir là, pour vos organisations. Parfait, merci. J'ai 2 autres questions. Est-ce possible d'obtenir les diapos de la présentation? Oui, la réponse, c'est oui. Éric va rendre le matériel disponible pour les participants. Avez-vous maintenant bloqué l'accès au courriel personnel, Gmail, Yahoo, etc. pour les employés sur les ordinateurs de travail? Oui, c'est une très bonne question. Oui, on l'a fait. Puis je vous dirais là, que ça ne s'est pas fait Je vous dirais que ça aurait été difficile de faire ça si ce n'était pas de la crise. Donc, peut-être un autre des conseils, c'est si jamais malheureusement, vous êtes frappé par une crise comme ça, profitez-en pour faire avancer là, les dossiers qui sont peut-être plus difficiles. C'est une bonne fenêtre d'opportunité. Et donc, oui, nous, on a évidemment barré là, les accès aux services de messagerie là, externes. Donc, les gens peuvent aller consulter leur courriel sur leur téléphone, là, mais sur un poste de la STM, ils ne peuvent plus, malheureusement. Là, ça peut inclure aussi les téléphones. On sait que les gens utilisent, mettons, leur téléphone, on fait l'iPhone, autant pour le travail que personnel, mais y a-t-il un lien qui peut se faire? Mettons, si tu vas dans tes courriels, tu as 2 choix. Oui, c'est plus difficile par téléphone. Les téléphones, nous, ne sont pas branchés sur le réseau, donc les impacts sont limités s'il y avait quoi que ce soit qui se passait. Je vous dirais que pour l'instant, déjà, la mesure à privilégier, c'est au moins sur les postes le barrer. Puis, si éventuellement les organisations sont plus paranoïaques et veulent se rendre à barrer les téléphones, ça peut se faire aussi. Là, mais nous, on n'a pas pris, c'est pas l'avenue qu'on a pris pour l'instant. Autre question, la cyberattaque a eu un gros impact sur le système informatique du transport adapté. Vous aviez dit que le système de bus, de métro et de vente et perception était isolé. Comment cela se fait-il que le système de transport adapté n'en faisait pas partie? Quel est votre plan B concernant le transport adapté si cela se reproduit, évidemment, dans ce que vous pouvez répondre, on s'entend? Oui, tout à fait. En fait, c'est parce que le transport adapté utilise des services web qui étaient gérés par le corporatif. Donc, pour prendre les rendez-vous là, de transport, ça passait par le web. Et aussi, on utilisait des lignes téléphoniques IP. Donc, ce qui dit IP dit informatique. Donc, on est obligé de basculer sur un système plus arriéré, là, ce qu'on appelle Centrex. Donc, c'est pour ça qu'il y a eu ça a affecté le système du transport adapté. Mais on avait le plan B, dans le fond, ça a été de balancer sur des appels téléphoniques Centrex. Mais on a quand même eu là, une période où on n'a pas été capable de donner le service parce qu'on n'avait plus de moyens là, de communiquer avec les usagers du transport adapté. Merci. J'ai 2 autres questions. Est-ce que la STM bloque les ports USB?
on les bloque pas sur les. On les bloque pas. En fait, on a notre nouvel antivirus va scanner, balayer tout ce qui entre par le port USB. Donc, si quelqu'un met une clé USB avec un virus, elle va être balayée puis elle va être éradiquée avant de pouvoir être exécutée sur le poste. Donc, on ne les bloque pas. Par contre, du côté, je vous ai parlé de le réseau métro qui est isolé. Le réseau métro, lui, on contrôle les clés USB. Donc, les gens ne peuvent pas entrer avec n'importe quel USB sur le réseau métro pour des raisons que je peux pas nécessairement nommer, là, mais c'est un réseau là, qui est très, très sensible, puis on gère la sécurité de façon différente sur tout ce qui est métro. Donc, en anglais, là, ils disent que c'est un système air gap, là, donc c'est un système qui est complètement déconnecté de l'Internet. Donc, pour éviter la propagation de virus, il est isolé. Et puis, c'est pour ça qu'on ne veut pas qu'une banale clé USB vienne tout briser notre système, notre protection. Donc, c'est pour ça qu'on a rehaussé la gestion des clés USB du côté métro. OK. Quel antivirus avez-vous choisi pour les postes utilisateurs? Oh, on est dans le détail. En fait, c'est public. Évidemment, on procède par appel d'offres à la STM. C'est le manufacturier, c'est Trend Micro. Et puis, pour les postes de travail, ça s'appelle Apex One. Donc, c'est un système antivirus avec ce qu'il appelle un EDR. Là. Ça permet d'aller au-delà de l'antivirus traditionnel qui, lui, regarde une signature de virus, puis est-ce qu'il connaît cette signature-là? Les attaques informatiques sont plus sophistiquées maintenant. Et donc, l'antivirus fait aussi du comportemental, la partie EDR. Il va être capable de détecter s'il y a quelque chose d'anormal qui se passe, puis être capable de le bloquer. Donc, ça, c'est la partie pour les postes de travail. Puis pour nos serveurs, on utilise, j'ai un blanc de mémoire, c'est Apex One pour les postes, puis il faudrait que je vous revienne. Là, c'est Cloud One. Cloud One pour les serveurs. Dernière question, est-ce que l'assureur a consulté la STM avant de désigner KPMG pour gérer la crise et est-ce que vous avez été satisfait de la collaboration de l'assureur? Oui, en fait, notre assureur, moi, j'ai communiqué directement avec lui la deuxième journée, donc le 20 octobre. Et puis, c'est eux, ils nous ont référé KPMG, mais ils nous laissaient libres de prendre, de faire affaire avec la compagnie qu'on voulait. Mais comme je connaissais déjà KPMG, et puis je me suis dit, ça va peut-être être plus simple si on utilise les services de la compagnie qu'eux nous recommandent. Donc, c'est pour ça qu'on est allé avec KPMG. Puis, est-ce que je suis satisfait? Les gens étaient très professionnels puis très, très ferrés. Là, ça s'est très bien passé dans la crise. Donc, je peux vous dire là, que c'est une bonne firme. Et puis, il faut juste se préparer, par contre, si jamais il y avait une attaque puis beaucoup d'organisations étaient frappées en même temps, ces compagnies-là sont très sollicitées. Donc, si vous les appelez pendant que vous êtes sous attaque, ça se peut si vous n'aviez pas une entente préalable avec eux, là, ils appellent ça en anglais un retainer, mais ça se peut que vous ayez de la misère à avoir leur service. Donc, c'est peut-être une stratégie à avoir là, si vous n'avez pas une police d'assurance qui vous assure un niveau de réponse, peut-être signer là, une entente là, de retainer. Là. Je suis désolé, je ne connais pas le terme français, là, mais au moins, ça vous donne une assurance que s'il se passe quelque chose chez vous, vous appelez, vous allez avoir une réponse à l'intérieur d'un délai prescrit de temps. Donc, c'est peut-être un autre takeaway à prendre en considération. Là. Parfait. Bien, merci. Ça fait le tour des questions. Merci encore une fois, Sébastien, pour la présentation. C'est vraiment intéressant. Merci beaucoup aussi aux gens qui ont assisté à nos conférences depuis le début. On a un beau niveau un bon taux de participation. Puis c'est bien aussi que les gens puissent poser des questions. Là. Merci encore. Donc, comme je disais tantôt, on va avoir des conférences en 2021. Donc, surveillez notre site Internet pour les détails. Alors, vraiment, au nom de la TUC, je souhaite à tout le monde des joyeuses fêtes et une très bonne année. Je plaisir de vous retrouver en 2021. Donc, merci à tout le monde. Au revoir.